Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire l'introduction de mon prochain livre qui s'intitule La Bienheureuse pour la Révolution mondiale pacifiste à l'adresse des peuples constituants. Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Condorcet, auteur de la Constitution de 1793, qui est mort en 1794 dans les prisons de la Terreur. Je remercie la vie, l'harmonie et la beauté de la nature et de l'univers qui m'ont donné la santé et la force physique, spirituelle et intellectuelle pour écrire cette œuvre. Je remercie les puissances invisibles qui m'ont guidé dans l'accomplissement de cette tâche délicate. Je remercie les personnes qui m'ont encouragé à réaliser ce projet en me conseillant et ou en participant à la relecture de mes tapuscrits. Un grand merci également à toutes les contributrices et tous les contributeurs aux multiples savoirs sous toutes les formes et tous les supports qui m'ont permis de trouver les informations utiles à ma propre contribution. Je souhaite, chères lectrices et lecteurs, que cette œuvre vous transmette tout l'espoir et la joie qu'elle m'a apporté. Vive la Révolution mondiale pacifiste. Objectif de ce livre. Le mot révolution du présent titre ne doit pas s'entendre comme étant un changement brutal et violent de la structure politique et sociale comme la France l'a connue en 1789. Il s'agit d'une force révolutionnaire spirituelle et tranquille qui tend vers une réévolution culturelle, démocratique, économique, sociale et spirituelle internationale afin de répondre aux grands enjeux humains, sociaux, écologiques et climatiques survenus à la fin du XXe siècle. Comme l'organisation de la société rend presque impossible de mener une vie normale sans participer à la surconsommation, à la dégradation des écosystèmes, au réchauffement climatique, au capitalisme et aux inégalités sociales, toute l'économie internationale doit être réorganisée. Cette réévolution s'adresse à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, tous responsables, car je vois très peu de personnes conscientisées comme Greta Thunberg et encore moins de véritables écologistes qui possèdent une empreinte écologique faible. Je doute cependant que les capitalistes qui amassent des milliards décident de modifier leur mode de vie sans y être contraints par la majorité des citoyens. D'où l'idée de révolution planétaire pour libérer les peuples de la mondialisation et du conso-capitalisme. J'ai inventé ce néologisme pour désigner le nouveau capitalisme qui est le produit du productivisme et du consumérisme. Les sciences et les techniques ont été détournées du progrès et du bien-être pour servir le capitalisme qui pollue et épuise les ressources terrestres. Pourtant, la première alerte a été lancée par la zoologiste et biologiste américaine Rachel Carson sur la dangerosité des pesticides avec Printemps silencieux en 1962. Ce livre avertissait le grand public sur la toxicité des produits chimiques déversés dans les champs. Il a encouragé le développement de l'écologie qui consiste à étudier les facteurs systémiques qui participent au développement et au maintien de la vie sur Terre. Grâce au rapport Meadows, commandé par le Club de Rome en 1970, l'Occident a découvert que les ressources terrestres étaient finies et que son modèle économique, qui repose sur les énergies fossiles et la surconsommation, n'était pas durable. L'effondrement de l'humanité a été clairement annoncé par les chercheurs de la plus grande université américaine, intitulée Le Mythe. Les constats précédents, qui n'étaient encore que des prédictions, ont été confirmés 20 ans plus tard par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, en 1990. La température du globe augmente avec l'effet de serre. Le réchauffement climatique résulte de la forte émission de gaz à effet de serre due à la pollution atmosphérique et aux intrants chimiques déversés sur les terres agricoles qui asphyxient les puits de carbone naturels terrestres et océaniques dont le rôle est précisément d'absorber le gaz carbonique pour produire de l'oxygène.
l'équilibre carbone-oxygène étant indispensable pour le maintien de la vie sur Terre. Si l'écriture d'un code juridique de l'environnement est complexe parce qu'elle demande de comprendre les écosystèmes et les multiples interactions pour interdire les mauvaises pratiques dans des lois et des règlements, le principe de précaution aurait dû devenir la règle dès les premières alertes des années 1960. L'ONU, dirigée par les grands pays industrialisés, aurait dû faire de la réduction de la pollution une priorité internationale dès les années 90. Mais le déni provenait des États comme les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours les plus gros contributeurs de l'ONU et les plus gros pollueurs de la planète avec la Chine. Les grands industriels financent les campagnes électorales des partis politiques qui font de belles promesses pour être élus. Du coup, l'écologie est dans une impasse électorale parce qu'elle apparaît comme un affront aux plus pauvres et une punition pour les consommateurs des sociétés matérialistes qui font des produits de consommation des identifiants sociaux et culturels. Les milliardaires qui ont pris la direction de l'économie monde n'ont pas voulu adopter une économie responsable pour ne pas réduire leurs profits. Un scientisme s'est développé pour rassurer les populations en affirmant que la science serait capable de résoudre les inconvénients majeurs de la pollution et du manque de ressources. La prise de conscience est d'autant plus difficile que les grandes marques, qui fabriquent en Asie et vendent en Occident, vantent bien souvent leur engagement pour la protection de la planète, comme le font dorénavant tous les partis politiques, pour s'attirer des électrices et des électeurs, en faisant croire que la transition écologique est en cours. Or, le réchauffement et les catastrophes naturelles, dont les pandémies font partie, réduisent chaque année les espoirs d'un retour à la normale. Du coup, tout le modèle économique, politique et l'éducation du monde occidental sont à revoir. Dans cette éducation, il faut inclure l'éveil spirituel, qui m'apparaît comme étant le moteur du développement des civilisations. Effectivement, la spiritualité des peuples diminue avec le confort et le progrès technique qui marquent ce que nous considérons comme étant l'apogée historique d'une civilisation. La spiritualité qui est contemplative et silencieuse n'apparaît plus dans l'histoire des sociétés matérialistes. Le déclin est précipité avec la corruption des élites et la tricherie des peuples qui imitent leurs mauvais maîtres. La soif d'un éveil spirituel est bien là, mais le charlatanisme désoriente les populations. Sans une contre-culture générale en vue d'un nouveau paradigme, l'humanité est perdue. La Bienheureuse propose un changement de société parce que nous disposons aujourd'hui de toutes les connaissances et de tous les moyens utiles pour faire cette réévolution et qu'il manquait un plan d'ensemble. Ce programme ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il est avant tout pédagogique et a le mérite d'exister au-delà des partis politiques corrompus qui mènent des luttes fratricides pour arriver au pouvoir. J'espère qu'il inspirera un vrai changement aux peuples en quête de leur souveraineté spirituelle, intellectuelle et matérielle. La Bienheureuse s'inscrit dans une œuvre désintéressée et entièrement consacrée à l'humanité. Avertissement sur mon œuvre et la langue française. La langue reflète la culture d'une société et toutes celles qui dérivent du latin et du grec forment le corpus linguistique de la civilisation occidentale. Alors, pour que vous compreniez ce que je ressens ou pense de la langue française et du paradigme qu'elle soutient, je vais vous parler un peu de moi. Enfant, j'ai préféré le langage neutre de l'arithmétique et de la géométrie à la langue française chargée de mots violents qui m'indisposaient autant que les méthodes pédagogiques des maîtres. Je me suis détourné de leur enseignement pour rêver, dessiner et poétiser. La poésie m'a contraint à faire des efforts pour m'exprimer en bon français. Très tôt, ma sensibilité m'a orienté vers le végétarisme, puis une alimentation biologique et l'homéopathie. Mes premiers bulletins de vote sont allés aux formations écologistes. En 2003, alors que j'étais plus libre de mes mouvements,
J'ai écrit la charte du consommateur responsable et je l'ai distribuée dans les transports en commun. La lecture de Thoreau et de Gandhi et du rapport Meadows a renforcé mes convictions et j'ai écrit le guide de la révolution non violente à la mémoire de Gandhi. Il m'a fallu 11 années pour comprendre l'évolution de la civilisation occidentale en démêlant le vrai du faux d'une partie de l'histoire écrite à la gloire des princes et l'exposer dans Politeia. J'ai été obligé d'inventer des néologismes comme conso-capitalisme pour requalifier le capitalisme qui a été vidé de son sens au XXe siècle, ou renommer miracle communal la période la plus prospère du Moyen Âge, etc. Ma pensée politique est née tardivement, après un long travail autodidacte accompli à Saintes, qui a remis en question toutes mes opinions politiques. Avec Solutions pour le climat et l'humanité à la mémoire d'Arrhenius, je me suis adressé à toute l'humanité avec des propos scientifiques. Mais chemin faisant, une nouvelle conviction s'est renforcée en moi avec l'âge et l'éveil. Je pense aujourd'hui que le déclin intellectuel et moral des peuples occidentaux est tel que la prochaine révolution qui sera capable de sauver l'humanité sera avant tout spirituelle, selon un éternel recommencement. Ce sujet est présenté dans Pour la révolution intérieure à la mémoire de Sri Aurobindo, que j'ai écrit en 2020 dans la période du premier confinement Covid-19. D'autre part, Alimentation et équilibre, qui est un essai sur la diététique, devrait être terminé en 2022 ou 2023. La Bienheureuse complète mon analyse de la civilisation occidentale. En introduction, j'ai écrit l'opuscule Les partisans de la politique politicienne sont prêts pour 2022 afin de mettre l'accent sur l'impasse électorale. Mon œuvre politique sera complétée par 5 livres présentés en 2 tomes pour terminer Politeia. La langue et les images et les sons participent à la formation des esprits depuis le plus jeune âge. La langue française est en perdition avec la télévision et les réseaux sociaux. En plus des anglicismes, j'ai été choqué d'entendre dire le trait du 6 qui fait référence à une touche de clavier pour indiquer l'usage du trait d'union. Les téléspectateurs et les internautes ont perdu l'habitude de lire des textes longs et s'expriment principalement en images, comme le font les publicistes, qui ont influencé les masses médias qui du coup les imitent. Le langage publicitaire fait appel aux émotions et non plus à la réflexion comme l'écriture et le langage articulé qui sont de moins en moins utilisés et compris. L'écriture et les livres touchent de moins en moins la population. Je l'ai constaté très vite avec mon compte Facebook Politique et information pour l'humanité. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube intitulée Feuille du Pic, du même nom que mon blog. Je vous invite à lire des livres écrits en bon français pour entretenir vos capacités intellectuelles. De plus, la langue française se vautre dans le patriarcat, et je considère que les genres féminin et masculin devraient apparaître côte à côte. Les femmes et les hommes sont des citoyens, trait d'union, NES. Pour ne pas surcharger le texte, je n'ai pas appliqué cette règle inclusive, non officielle et non sans inconvénient, que j'ai découverte dans les milieux politiques alternatifs. La science politique française, particulièrement centralisée et riche en expressions violentes, porte les cicatrices de l'histoire de France. J'évite le plus possible, dans le texte de la Bienheureuse, d'employer des expressions qui divisent, comme le mot étranger, qui vient d'étrange et désigne une personne étrange venue du dehors, qui n'est pas de notre groupe social, car aujourd'hui l'humanité représente une seule famille d'origine africaine, dont tous les membres, reliés par Internet, comparent la Terre à un grand village. J'ai employé, pour exemple, autre pays pour pays étranger. Et ce n'est pas pour rien que le mot étranger apparaît dans certains textes à partir du XIVe siècle, qui met un terme au miracle communal relaté dans Politeia.
L'expression pouvoir politique a été remplacée par institution politique, corps intermédiaire par institution intermédiaire. J'ai préféré employer le mot fédération ou cité à État, etc. Mais une remise à niveau complète de la langue ne peut pas se faire en une seule fois, sans en perdre le sens. Quand ce sera fait, quantité de mots violents disparaîtront du dictionnaire et de nouveaux mots apparaîtront. Prenons l'exemple de handicapé, qui désigne une personne atteinte d'une déficience physique ou mentale. Considérons maintenant que tout le monde a sa place et son utilité morale ou sociale, qu'il n'existe pas de personne handicapée, parce qu'il existe toujours une personne possédant plus de moyens que nous et qui pourrait nous qualifier de handicapés par rapport à elle. Nous voyons que l'idée de handicap repose sur une norme arbitraire. La reconnaissance de l'autre, de toutes nos sœurs et tous nos frères, fera qu'un jour les pouvoirs publics prévoiront naturellement, sans y être contraints par la société civile, une loi facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite dans tous les espaces de la cité, y compris pour les poussettes d'enfants. La discrimination positive est un ensemble de mesures préférentielles qui cherchent à compenser les inégalités entre sexes ou groupes sociaux afin de lutter contre les discriminations, favoriser la diversité culturelle ou augmenter la présence des femmes dans la fonction publique et les responsabilités politiques. La parité femmes-hommes demandée sur les listes électorales des partis politiques devra disparaître avec toutes les autres discriminations positives quand nous aurons obtenu une société d'égaux. Oui, les handicapés ont des capacités et des dons. Oui, les femmes sont égales aux hommes, etc. Tant que l'intolérance, bien souvent due à l'ignorance et à la peur, existera, elle entretiendra des inégalités fictives et un vocabulaire discriminant. L'autre grande lacune de la langue juridique est l'absence d'un dictionnaire politique international pour accorder les peuples, tribus, nations, États, fédérations, etc. sur le sens des expressions politiques pour qu'ils parlent le même langage et puissent s'engager sur des traités et des accords sans se méprendre sur leur sens. Les peuples souverains doivent impérativement réaliser ce dictionnaire politique international traduit dans toutes les langues et pas seulement celles des États membres des Nations unies. J'ai limité l'usage des majuscules, ordinairement employées pour la désignation des institutions ou des organes politiques, pour simplifier la lecture. J'ai cependant donné des majuscules à environnement, terre, monde, nature, fédération, nation, peuple au singulier, qui sont les grands oubliés du monde politique actuel. Je mettrai une majuscule à humanité quand elle cessera de s'autodétruire. Un dernier point sur le mot paradigme. Il désigne le système supérieur de pensée qui englobe toutes les valeurs d'une nation ou d'une civilisation. Ces valeurs concourent à toutes les représentations que l'humain se fait du monde: le temps, la mort, Dieu, les religions, la science, les doctrines, la politique, l'économie, etc. Il existe des quantités de paradigmes. La Bienheureuse a pour mission de donner au paradigme de l'Empire américain ou de l'Occident un cadre politique constitutionnel pour le présenter comme un choix possible et en faire une réalité historique. En marche vers l'équilibre global. J'ai commencé à m'engager en politique en mai 2005, après le rejet par référendum du traité constitutionnel pour l'Europe par le peuple français, alors que la majorité des partis politiques le plébiscitaient. J'ai rejoint les comités altermondialistes unitaires de l'Île-de-France et participé quelques mois au secrétariat parisien de l'organisation politique naissante. En 2007, voyant qu'il ne résultait rien de concret de ce mouvement, j'ai quitté la région parisienne pour Saintes, en Charente-Maritime, pour terminer le guide de la révolution non violente à la mémoire de Gandhi. Ensuite, j'ai étudié l'histoire et les institutions politiques pour comprendre où se situait le mal de notre civilisation occidentale. Après plusieurs années d'études pour écrire Politeia pour la démocratie et l'écologie, j'ai été saisi de la honte de vivre en France
et ma vision de la politique a été à nouveau révisée. L'accélération de la destruction de l'environnement, les catastrophes météorologiques et sanitaires ont motivé la reprise de conférences en 2018-2019 sur le réchauffement des climats. L'arrivée de la pandémie Covid-19 fin 2019, qui avait été prévue par le professeur de cancérologie Dominique Bellepomme en 2004, ajoutée aux déclarations inquiétantes de Klaus Schwab en mai 2020, m'a stimulé pour chercher une réponse concrète pour résoudre le risque de la disparition complète de l'humanité. J'ai écrit Solutions pour le climat et l'humanité pour exposer les solutions économiques qui s'offraient à nous pour pallier le réchauffement climatique, mais il manquait une solution politique pour la mettre en musique. Pendant le dernier confinement, j'ai été saisi d'une inspiration spirituelle incroyable en lisant Sri Aurobindo, et de nouvelles recherches et expériences ont fait que, sans être devenu croyant, j'ai quitté ma position agnostique, convaincu que nous sommes reliés avec les consciences présentes en toutes choses. J'ai écrit pour la révolution intérieure à la mémoire de Sri Aurobindo, et depuis ma spiritualité n'a pas cessé de me fortifier dans ce que je considère aujourd'hui comme étant une mission. Je considère que la spiritualité gagnée par la méditation ou la prière laïque, dans mon cas, est la première force qui a été à l'œuvre dans l'ascension des civilisations chrétiennes et musulmanes avant leur instrumentalisation par les empereurs. La spiritualité est indispensable pour donner un nouvel élan civilisationnel à l'humanité. Avec la loi fondamentale intitulée La Bienheureuse, je veux donner la même confiance et la même force qui m'animent aux citoyennes et aux citoyens pour qu'ils reprennent la direction de la cité avec de nouvelles normes politiques et économiques. L'objectif étant d'établir la vraie démocratie et une économie responsable qui écarte l'asphyxie de l'humanité et le grand gouvernement mondial transhumaniste, eugéniste et esclavagiste prévu par l'oligarchie mondialiste. La Constitution française de 1958, le traité de Lisbonne signé en 2007 et tous les autres traités et accords internationaux et conventions internationales qui ont été écrits et ratifiés par les mêmes personnes sans aucune transparence démocratique encadrent les lois et les règlements des 27 pays de l'Union européenne et de la plupart des pays du monde. Cet arsenal juridique scélérat et liberticide a été aggravé après la chute du mur de Berlin. Il explique pourquoi les dernières démocraties d'Europe ont été absorbées par le capitalisme et que les peuples des pays dits développés ne trouvent plus d'issue à leurs inquiétudes face au réchauffement climatique et aux pandémies virales. Le but de la Bienheureuse est de tourner définitivement la page de cette ère destructrice des peuples et des grands équilibres naturels qui soutiennent l'humanité et à mettre un terme à des fléaux comme ceux de la pauvreté, de la faim, des guerres et des coronavirus. Il suffirait que la majorité des pays dits développés l'adoptent pour que la révolution globale réussisse. L'équilibre, le bonheur et la joie de vivre retrouvés par les premiers peuples libérés entraîneront les autres peuples à se libérer à leur tour. Dès lors, les peuples pourront construire des nations et des fédérations réellement démocratiques, respectueuses de tous les êtres humains, de tous les peuples, de toutes les cultures et protectrices de toutes les espèces et de l'équilibre des climats. La Bienheureuse se présente en deux étapes. La première ici présente expose la raison de la décadence de notre civilisation et un bref plan révolutionnaire international. La seconde expose une loi fondamentale pour réussir le grand changement attendu sur toute la Terre. La marche logique de l'histoire et de toutes les révolutions veut que les peuples prennent le pouvoir et écrivent ensuite leurs lois pour appliquer le changement qu'ils souhaitent. On peut imaginer que les différents peuples de la Terre menacés par le capitalisme arrivent indépendamment les uns des autres au même résultat par les urnes ou des révolutions.
J'expliquerai pourquoi un seul peuple ou quelques peuples minoritaires, une fois libérés, ne pourront pas se maintenir et pourquoi une majorité de peuples doit faire leur révolution en même temps. Mais il n'y a pas que des valeurs matérielles, économiques, écologiques ou climatiques en jeu. La première réforme à faire est la réforme morale de la politique et des institutions pour rétablir l'équilibre global. Les éléments constitutionnels de la Bienheureuse, article par article, indiquent les nouvelles règles du changement. Les révolutions passées, comme celle de 1789, ont été quasi stériles parce qu'un peuple acculé par une oligarchie royale qui se révolte et qui abandonne aveuglément le pouvoir à une oligarchie bourgeoise a manqué de préparation pour réaliser le changement sociétal attendu. C'est pour cette raison que la terreur et le chaos ont succédé à la destitution de la royauté, en dépit de l'extraordinaire travail constitutionnel accompli par Condorcet en 1793. Cette contribution arrivait trop tard, la corruption dominait la bourgeoisie. La République et ses citoyens remplaçaient la monarchie et ses sujets. Le pouvoir étatique était plus centralisé que jamais et c'est toujours d'actualité plus de 200 ans après, d'où l'urgente nécessité d'expliquer pourquoi il faut décentraliser le pouvoir et comment y parvenir. Car la première chose qui nous choque quand on observe le diagramme de la constitution gaullienne, de type présidentiel, est l'extraordinaire pouvoir de l'exécutif sur l'ensemble des institutions. D'abord, la mainmise sur la justice, avec laquelle certains présidents de la Ve République se sont sentis à l'abri des poursuites judiciaires. Vient ensuite l'ascendant de l'exécutif sur l'Assemblée, avec les ordonnances, le 49.3 et les projets de loi. Les rois de France n'ont jamais eu un tel pouvoir sur l'ensemble du territoire, et on ne compte plus le nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont été impliqués dans des affaires de justice et en ressortent blanchis ou condamnés à des peines ridicules, sans que personne ne s'en indigne du fait que les médias étatiques en parlent peu. Pour accéder aux bonnes informations, il faut lire des livres ou une presse qui participe peu à la formation de l'opinion générale. C'est l'objectif de ce livre. Mais le haut de l'iceberg a été révélé par des lanceurs d'alerte, comme les révélations de l'ex-juge d'instruction au pôle financier de Paris, Madame Eva Joly, qui a instruit des dossiers qui impliquaient des hommes politiques, de hauts fonctionnaires, des magistrats, des chefs d'État et des financiers. Mais Eva Joly a été victime de multiples entraves orchestrées en haut lieu au sein même de l'institution judiciaire. Le fléau que j'ai rencontré sur ma route et dont je n'ai aperçu que la pointe émergée de l'iceberg n'a pas encore de nom. Quelle démocratie peut rester vivante si les élites ont acquis de facto le pouvoir de violer la loi et la garantie de l'impunité, révèle-t-elle? Menacée d'assassinat durant l'instruction de l'affaire Elf, elle a été aussi victime de l'espionnage du dossier de l'instruction, dont des pièces ont été transmises mystérieusement aux grands médias pour retourner l'opinion publique contre elle. Chose réussie. Et pour un magistrat, il n'y a pas d'accusation plus grave que celle de partialité ou d'atteinte aux droits de la défense. De plus, un juge d'instruction ne peut répliquer ou contre-attaquer sans prendre le risque d'être récusé, dit-elle encore. C'est pourtant ce qu'elle a fait avec un premier livre, Notre affaire pour tous, édité en l'an 2000. Chasser les faussaires de la République. Il n'y a jamais eu depuis 1958 de démocratie en France, mais une véritable voyoucratie de barons voleurs qui n'ont pas cessé de s'enrichir avec la politique. Nicolas Sarkozy a été le président de la Ve République le plus impliqué dans des affaires judiciaires. Le règlement du contentieux entre l'État et l'homme d'affaires Bernard Tapie, qui a vendu Adidas en 1993 à la banque publique Crédit Lyonnais, a été l'une des plus médiatisées. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un arbitrage privé a alloué en 2008 la somme de 403 millions d'euros à Bernard Tapie,
ex-ministre dans un gouvernement socialiste qui a soutenu la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, qui est de droite. En 2016, 23 ans plus tard, Madame Christine Lagarde, ex-ministre des Finances de Sarkozy, dont le cabinet a fait l'arbitrage Tapie Crédit Lyonnais, est reconnue coupable de complicité de faux et complicité de détournement de biens publics. La Cour la déclare coupable de négligence, mais dispensée de peine en raison de sa personnalité et de sa réputation internationale, du fait qu'elle a été nommée à la tête du Fonds monétaire international. Les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux avaient mis Nicolas Sarkozy en examen en mai 2013 suite à des indices montrant qu'il avait profité de l'âge avancé de Madame Liliane Bettencourt, née en 1922, deuxième fortune de France, pour financer sa campagne électorale en 2007. Suite à une autre enquête concernant le financement libyen de la même campagne présidentielle en mai 2015, Sarkozy était passible du tribunal correctionnel. Selon les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont publié Sarko s'est tué chez Stock en 2014, l'ancien président était impliqué dans 11 affaires judiciaires pour corruption, abus de biens sociaux, trafic d'influence, escroquerie en bande organisée, favoritisme, abus de confiance, faux et usage de faux, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, etc. Il faut retenir que ces incroyables délits de corruption pour le citoyen d'un pays considéré comme étant démocratique ont été rendus possibles avec le régime présidentiel établi par la Constitution du général de Gaulle en 1958. La séparation des pouvoirs et l'adoption d'un régime fédéral libérera les forces vives de toute la nation française des contraintes imposées par un pouvoir centralisé corrompu. Nous pouvons rendre la souveraineté au peuple français en instaurant la démocratie vivante et une économie raisonnée pour gérer tous les aspects de la vie de la cité. Un peu de pédagogie est donc nécessaire pour présenter les moyens dont nous disposons pour changer de politique. Sauver l'humanité. Contrairement à une idée reçue et largement diffusée, il n'existe pas une surpopulation mondiale responsable en priorité des émissions de gaz à effet de serre qui engendrent le réchauffement climatique. La viabilité de la planète pour l'ensemble des êtres humains se mesure également en prenant en compte les niveaux de vie des populations. Plus le pays est développé industriellement et plus il émet de gaz à effet de serre. Les pays pauvres, bien que plus peuplés, contribuent bien moins à l'effet de serre que les pays industrialisés. La capacité de portance globale en êtres humains de la Terre peut varier de 1 à 14 fois selon les empreintes écologiques moyennes des populations mesurées aujourd'hui. Comme la Terre possède 12 milliards d'hectares globaux bioproductifs, si chaque pays consommait 1 hectare global par personne, comme en Inde, la Terre pourrait porter environ 12 milliards de personnes en respectant la biocapacité terrestre, c'est-à-dire sans provoquer d'effets de serre et de réchauffement climatique. Mais si tous les pays adoptaient un niveau de vie comparable à celui des États-Unis d'Amérique, qui consomment en moyenne 8,6 hectares par personne, ou du Luxembourg avec 12,9 hectares, ou encore du Qatar avec 14,1 hectares par personne toujours, tout en respectant la biocapacité globale disponible, la population mondiale devrait avoisiner respectivement 1,4 milliard, 930 millions ou 850 millions de personnes. Nous avons la preuve qu'il ne suffit pas de réduire la population mondiale pour sauver l'humanité. Il faut également que les pays développés cessent de surconsommer et de gaspiller les ressources terrestres. L'alimentation produite en un an pour 12 milliards de personnes en 2019-2020 a été obtenue en dépassant les capacités de régénération de la biosphère, en forçant la croissance des plantes avec des intrants chimiques, d'où une forte pollution. En 7 mois, l'humanité a consommé ce que la Terre peut produire en un an, d'où un effondrement de la biodiversité globale. Comme un tiers de cette production alimentaire a été gaspillé et que les 2 tiers restants ont été répartis
Très inégalement sur la Terre, le programme Zéro faim dans le monde, prévu pour 2030 par l'ONU, est tenu en échec. Résultat, des millions de personnes meurent des conséquences de la faim sur une planète qui regorge de richesses. Mais cette richesse ne va pas durer longtemps. On mesure l'importance d'une bonne gestion des ressources terrestres pour assurer la pérennité de notre espèce. Les populations des pays industrialisés, dits développés, doivent sortir de l'impasse du consumérisme pour restaurer l'équilibre environnemental et climatique. Solutions pour le climat et l'humanité explique comment réduire la population mondiale sans violence grâce à l'aide économique apportée aux peuples non industrialisés, dits sous-développés. Si les politiciens avaient les pieds sur terre, ils lanceraient aussitôt, avec les grandes institutions internationales que sont l'ONU, le FMI, l'OMC, l'OCDE, etc., un plan de sauvetage de l'humanité. Mais tout laisse penser que les protagonistes du Great Reset et du grand gouvernement mondial espèrent s'en sortir en commettant l'erreur précédente, c'est-à-dire en laissant mourir une très grande partie de l'humanité. Vive la révolution mondiale pacifiste.